Bien, bonjour à tous. Eh bien voilà, j'ai enlevé mon masque parce que je suis pratiquement seule sur la plateforme. Mais voilà, c'était pour vraiment confirmer que nous étions ravis. Et si vous voyez mon visage, vous voyez que je suis ravie de vous accueillir à nouveau en ce début d'année pour cette nouvelle session des Midi Minatech. Et je voulais aussi insister sur le fait que derrière le visage que vous voyez là, moi je suis là, j'anime, mais il y a toute une équipe qui est ravie avec moi de vous accueillir et d'organiser ces Midi Minatech pour vous. Et c'est cette équipe qui est l'architecte de ces conférences. Et je voudrais les remercier ici de nous donner la possibilité d'avoir ces participations, ces présentations qui sont magnifiquement intéressantes. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai choisi, non, c'est pas moi, mais c'est vraiment de mon point de vue de l'animatrice. Alors, je voulais vous dire que la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Cédric Loradour. Loradou, donc, est chargé de recherche dans l'équipe de Privatix à l'INRIA et qui va nous faire un retour sur la conception des applications de traçage. Et vous savez que l'une des applications de traçage qui est utilisée aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est Tous Anti-Covid. Voilà, et donc vous aurez un éclairage sur ce que c'est que la conception de telles applications, quelles sont leurs limites et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Hennebert, qui est donc du département des SIS du LETI, du laboratoire de sécurité des objets et des systèmes physiques, et qui aujourd'hui va nous parler de la blockchain et l'identification numérique. Christine, la parole est à toi. Donc bonjour à tous. Une petite précision avant de commencer. Donc j'ai la possibilité de retirer mon masque car je suis seule sur l'estrade et aussi pour le port du micro-casque. Et donc je vais vous présenter le sujet de la blockchain et de l'identification numérique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Donc dans notre société, l'identité, on la reçoit à la naissance. Donc elle nous est donnée par nos parents. Et donc le bébé en naissant reçoit une identité de sa famille, il s'inscrit dans une lignée. Et il va y avoir, donc il reçoit une identité pivot qui comprend 6 éléments, c'est-à-dire son nom, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, son sexe et sa nationalité. Et donc ces éléments sont inscrits donc à l'état civil, dans les registres de l'état civil, donc sous forme de l'acte de naissance. Et en retour, la personne est reconnue par la société et cela lui confère des droits. Donc, l'identité, on peut la voir comme plusieurs cercles concentriques. Au centre, ce serait l'identité pivot. Et cette identité, à elle seule, permet de prouver qui on est. Donc, le deuxième cercle, c'est les éléments biométriques, mais tout ce qui peut être donc empreinte digitale, photo, couleur des yeux, taille, poids, etc. On peut aussi rajouter l'ADN. C'est-à-dire que c'est des éléments qui peuvent évoluer au cours de la vie. Et qui sont liés à la personne, mais qui vont changer au fur et à mesure que la personne grandit ou vieillit. Et le troisième cercle sont des données identifiantes au sens large. Alors, par exemple, avec une adresse postale, on peut nous identifier le facteur C quelles sont les personnes qui habitent dans un logement à une adresse donnée. Pour l'adresse IP, c'est à peu près la même chose. Et donc, on va avoir un certain nombre de données qui permettent indirectement de nous identifier. Et donc l'identité pivot, elle est inscrite dans les titres d'identité, à commencer par la carte d'identité numérique, la carte d'identité qui va devenir carte d'identité numérique, le passeport qui inclut une puce, et puis d'autres cartes comme la carte vitale ou notre carte bancaire ou nos permis de conduire, qui pour l'instant n'ont, alors pour la carte vitale, n'ont pas forcément de puce qui permettent d'être utilisées dans le domaine numérique, mais ça va pas tarder à venir. Donc la notion d'identité numérisée est juridiquement la même que l'identité dans la société, en fait. C'est pour ça qu'on parle plutôt de moyens d'identification électronique que d'identité numérique. L'identité en tant que telle, elle n'est pas tout à fait numérique, elle est plutôt numérisée. Et en fait, elle laisse des traces qui permettent d'identifier les gens. L'usage du numérique
En fait, par l'usage du numérique, on va laisser plein de traces sur Internet, et c'est l'accumulation de toutes ces traces qui vont permettre d'identifier quelqu'un, même si on ne voit pas son nom ou des données qui permettent de l'identifier, je dirais nommément de premier abord. La quantité de traces que l'on laisse permettent par le big data de retrouver les gens, et donc on parle de données identifiantes. Alors, cela fait apparaître donc le fait d'utiliser son identité dans le domaine du numérique, de nouveaux défis et de nouveaux enjeux. Alors, le premier défi, c'est un dont tout le monde a entendu parler, c'est la préservation des données personnelles et donc le respect du règlement RGPD, qui permet donc, si possible, de protéger au maximum les données personnelles des gens. Alors, un deuxième droit, ça va être la minimalisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on nous demande de créer un profil quelque part, il faut renseigner un certain champ. Parfois, il y a une petite étoile, ce qui veut dire que si on le renseigne pas, eh ben, on pourra pas aller au bout du truc. Et ça ne respecte pas forcément la minimalisation des données. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la personne qui me rend ce service a besoin de savoir tout ça de moi pour me rendre le service? Donc, c'est vraiment une question qui est importante à se poser. C'est-à-dire que je devrais lui donner que ce dont il a réellement besoin pour me rendre le service. Un troisième enjeu, c'est la sûreté. Et là, on va se placer peut-être aussi du côté du gouvernement, du régalien. Il a besoin d'assurer la sûreté de la société, la sécurité des citoyens, je dirais, lorsqu'ils se déplacent et lorsqu'ils vivent en société. Et c'est en tension avec la protection de la vie privée. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? Comment on assure les compromis pour permettre aussi au gouvernement régalien de protéger les gens lorsqu'ils vivent ensemble? Le problème que se pose aussi l'État, c'est la question de l'usurpation de l'identité, c'est-à-dire que l'État nous fournit une identité, il nous reconnaît en tant que personne, il la protège, mais quand cette identité est attaquée, comment faire pour avoir une sorte de résilience de l'identité légale et que l'on puisse prouver qui on est sans équivoque en fait. Donc on voit que la réalisation d'un tel univers de confiance passe par le juridique, bien sûr, mais aussi par des innovations technologiques. Et c'est sur ce domaine-là que l'on se situe. Alors, pour un petit repère, l'usurpation d'identité en France, c'est 210 000 victimes par an, ce qui représente 1 milliard d'euros pour la caisse d'assurance maladie et un autre milliard d'euros pour la caisse d'allocation familiale. Donc, c'est quand même assez considérable. Alors, voilà la problématique donc, que l'on va adresser. Je suis un utilisateur, je veux accéder à un service en ligne. Et donc, je vais me poser les questions suivantes. Est-ce que la personne morale qui est derrière ce service-là est une personne qui est bien? Et est-ce qu'elle peut, voilà, qui propose ce service en ligne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Qu'est-ce qu'elle a besoin de connaître de moi? Et comment est-ce qu'elle va préserver et garantir la sécurité de mes données personnelles? Alors, côté prestataire de service, lui, va se demander, bon, est-ce que la personne qui est à l'autre bout de la ligne est la personne qu'elle prétend être? Est-ce qu'elle a le droit d'accéder à ce service? Et est-ce que je dois conserver la trace de mon activité au cours du temps? Et côté de l'État, l'État délivre des cartes d'identité, des titres d'identité qui sont authentiques. Et donc, ils vont être utilisables dans le domaine du numérique, mais ils souhaiteraient pouvoir cadrer cette utilisation pour pouvoir assurer la sécurité des citoyens et lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité et assurer la sécurité de la société, donc au sens large. Alors, pour poursuivre l'exposé, je vais revenir sur un certain nombre de notions qui concernent l'authentification et la vie privée, avec voilà les deux petites mascottes, Alice et Bob, que les personnes qui font de la cybersécurité connaissent bien en tout cas. Donc, souvent on confond identification et authentification. Déjà, c'est l'accumulation de données sur Internet qui va permettre de nous identifier, même lorsque notre nom n'apparaît pas. C'est-à-dire que la récurrence d'opinions et de posts peuvent permettre de menacer l'anonymat et peuvent permettre de reconnaître quelqu'un. Alors, ce qu'on entend par identification, c'est tout ce qui permet d'identifier une personne ou d'établir de façon sûre son identité. L'authentification, elle va permettre, dans le domaine numérique, d'accéder à un service, de faire valoir un droit ou de montrer sa légitimité à accéder à une donnée ou à un bien.
Alors, en cryptographie, quand on veut procéder à une authentification, la première idée qui vient, c'est d'utiliser donc la cryptographie asymétrique. Alice peut envoyer un message signé à Bob. Elle va disposer donc d'une paire de clés publiques-privées et elle va signer son message avec sa clé privée. Bob, de son côté, il va s'être procuré la clé publique d'Alice et avec cette clé publique, il peut vérifier que c'est bien la clé privée d'Alice SK qui est bien signataire du message. Alors ce schéma, il fonctionne très bien, sauf que si Alice n'a pas remis sa clé publique à Bob en main propre et qu'elle est à distance, comment Bob s'assure que c'est bien Alice qui a donné sa clé publique et que c'est bien celle d'Alice? Donc là, il n'a pas vraiment de garantie là-dessus. Et comme il n'a pas de garantie là-dessus, ça permet à un homme du milieu, donc on appelle ça l'attack man in the middle, éventuellement de s'infiltrer dans les communications entre Alice et Bob, soit pour les écouter, soit même pour les changer et donc falsifier le contenu. Et donc pour parer ce type d'attaque, on utilise le certificat numérique. Alors le certificat numérique, il est utilisé dans une infrastructure qu'on appelle infrastructure à clé publique, ou PKI en anglais, et donc qui fait intervenir d'autres rôles, et notamment le rôle de l'autorité de certification. Donc on est dans un schéma centralisé, avec aussi en contrepartie donc une autorité de vérification. Et donc cette autorité, elle va mettre son tampon, elle va certifier un certificat numérique qui a pour but d'associer une clé publique, qui est un élément cryptographique qui dit rien finalement de l'identité d'Alice, pas grand-chose, avec un identifiant d'Alice, c'est-à-dire soit son nom, soit son adresse email, voilà, son adresse IP, on peut mettre ce que l'on veut là, selon les cas d'usage. Et donc Alice, quand elle va envoyer son message signé à Bob, elle envoie aussi son certificat numérique et Bob peut donc s'assurer que la clé publique appartient bien à Alice avant de l'utiliser pour vérifier l'intégrité et l'authentification du message. Alors, quand on arrive sur les réseaux sociaux, on utilise plutôt des protocoles qui ressemblent à O2. Donc ça, c'est Google qui les a introduits pour permettre de s'authentifier quand on veut accéder à des ressources, donc à des données personnelles qui sont sur un serveur en ligne, et éventuellement les partager. Donc le principe de O2 est le suivant. L'authentification va servir à prouver qu'on est présent et qu'on est le possesseur, ou en tout cas qu'on a le droit d'accéder à ces données. Et on va s'enrôler sur un serveur d'autorisation en déléguant finalement le fait de s'authentifier à son dispositif personnel. Alors généralement, c'est le smartphone, mais ça peut être aussi son ordinateur, une tablette ou un autre dispositif. Et donc, en contrepartie, une fois enrôlé, on va pouvoir donc rentrer son mot de passe, son login mot de passe, comme on le fait couramment. On est reconnu et le serveur d'authentification nous retourne un token, donc un token d'accès qui va permettre d'accéder à des ressources privées, éventuellement de les partager. Alors ce schéma-là, il fonctionne bien, mais il a des défauts. Il a surtout le défaut de permettre le monitoring des données, parce que même si le contenu est chiffré, ce qui est de plus en plus proposé par beaucoup d'applications, il reste toutes les métadatas qui, elles, sont toujours en clair et qui disent beaucoup de choses sur nous. Dans les métadatas, c'est les en-têtes des messages et qui contiennent beaucoup d'informations personnelles. Alors, ça permet aussi de faire du big data et donc finalement de profiler les gens, de les reconnaître, de leur envoyer de la publicité, des cookies, voire plus, etc. Et puis l'État, lui, il sait pas très bien comment est protégé le serveur où il y a toutes ces données, parce que ce serveur ne lui appartient pas et il n'a pas toujours moyen d'agir dessus ou de réguler dessus. Et donc, il est bien embêté pour faire respecter la réglementation RGPD et pour lutter contre la fraude. Alors, O2, ça s'inscrit dans une suite de protocoles qui permettent de gérer l'identité. Au-dessus de O2, on trouve OpenID Connect. Et OpenID Connect, en fait, c'est un protocole standard qui a été introduit pour faire de la fédération d'identité. Alors, la fédération d'identité, vous savez ce que c'est au quotidien, parce que ça vous est tous arrivé de vouloir vous connecter sur un site de prestation, typiquement Blablacar, et qu'on vous propose de vous connecter avec votre compte Google. De telle sorte que vous n'avez pas besoin de créer de profil utilisateur, puisque en fait, vous utilisez déjà le profil que vous avez créé sur Google pour accéder à une autre prestation de service qui est tierce, au fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Alors, c'est très pratique parce qu'on gagne du temps. Mais au niveau de l'identité, c'est pas terrible, en fait. Parce que, en fait, on s'authentifie sur le serveur. Là, j'ai pris l'exemple de Google, ça pourrait être un autre.
Il nous fournit en retour un access token, donc conformément avec le protocole O2, et avec OpenID Connect, il nous fournit aussi un jeton d'identité. Dans ce jeton d'identité, il peut y avoir notre nom, notre adresse email, notre numéro de téléphone et encore plein de choses qui sont standardisées, qui sont transmises au tiers. Et le tiers, recevant ce jeton d'identité, va savoir avec qui il parle et rendre le service. Alors, ce schéma-là, il fonctionne, on l'utilise tous, mais il n'est pas très respectueux d'une part de la minimalisation des données d'identité, parce que là, non seulement on donne notre consentement à ce que ces données d'identité soient transmises, sans avoir de visibilité sur ce qui est réellement transmis, et alors que le tiers parti n'a peut-être pas besoin de toutes ces données pour rendre le service. Alors, quid de la privacy dans tous ces cas d'usage? J'ai pris 2 exemples qui, je pense, sont assez parlants. L'exemple de Blablacar. Je veux créer mon profil bon conducteur sur Blablacar pour avoir la petite pastille verte qui fait que je vais avoir beaucoup de clients qui vont vouloir venir avec moi. Je vais être peut-être amené à numériser ma carte d'identité, puis numériser mon permis de conduire, et numériser ma carte grise de véhicule, puis peut-être ma police d'assurance. Tout ça va se retrouver sur le serveur de Blablacar, et qu'est-ce qu'il en fait? D'une part, il est censé respecter RGPD, bon, qui le vérifie. Et puis, s'il est attaqué, toutes mes données partent dans la nature, et là, j'ai aucune visibilité sur ce qui se passe après, quoi. Un autre exemple peut-être parlant, c'est l'achat d'alcool en ligne. Pour acheter de l'alcool, il faut avoir plus de 18 ans. Comment je prouve que j'ai plus de 18 ans à quelqu'un qui est distant, à un site distant? Alors, je peux numériser ma carte d'identité, mais cette personne n'a pas besoin de savoir ni mon nom, ni ma date de naissance pour me rendre ce service. Alors, il y a d'autres sites qui ont une petite icône. J'atteste que j'ai plus de 18 ans. Alors, je peux cliquer dessus même quand je suis mineur, puisque de toute façon, c'est pas vérifié. Et puis, il y a de nouvelles approches, et c'est sur ces nouvelles approches qu'on va s'attarder. Alors, avant de parler du concept de Self-Sovereign Identity, je vous présente ce qui se passe dans un contexte souverain. Donc, aujourd'hui, la France propose de s'authentifier à un certain nombre de services publics via France Connect. France Connect utilise ces protocoles, mais ça reste dans le domaine du service public, parce que dans le cadre de France Connect, où on a une fédération d'identité, parmi les acteurs qui sont habilités et par les services publics sur la plateforme, le jeton d'identité contient les 6 attributs de notre identité pivot qui sont transmises à un service public lorsqu'on se connecte. Donc, ce schéma-là, pour préserver notre identité, n'est pas aujourd'hui ouvert au privé, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc, dans tous ces schémas d'authentification, en fait, on a des protocoles qui sont centrés sur les données, et que ces protocoles centrés sur ces données, rencontrent des limites quand on veut vraiment protéger la vie privée et l'identité des gens. Et donc, on va plutôt regarder maintenant tout ce qui est et s'attarder sur tous les protocoles qui sont centrés sur l'utilisateur et qui ouvrent de nouvelles possibilités pour mieux protéger l'identité des gens. Alors, la SSI, c'est l'abréviation de Self-Sovereign Identity, et quand elle est opérée sur une blockchain, elle ouvre des portes qui pourraient permettre de nouveaux outils plus respectueux de notre identité. Alors, on va aller vers des orientations techniques. La première, c'est que techniquement, on va vouloir sélectionner les données qu'on divulgue au tiers qui est en ligne. Et puis, comment on agit depuis notre dispositif personnel, on va vouloir ancrer nos données d'identité dans un environnement de confiance qui est celui qui est autour de nous, donc notre dispositif, avant d'aller dans le monde numérique. On va vouloir prouver que notre identité est authentique ou que nos documents sources, c'est-à-dire nos documents tels le permis de conduire, sont authentifiés. Et avec des architectures qui sont centrées sur l'utilisateur, on est autonomisé et on est responsabilisé. Pour les instances de régulation, il s'agit de prévenir, par exemple, le terrorisme. Il faut quand même qu'ils puissent assurer la sûreté de nos sociétés, instruire une enquête lorsque c'est nécessaire et garantir la résilience lorsqu'il y a des attaques à l'usurpation d'identité. Alors, ces objectifs sont difficiles à concilier parce que certains sont en tension en fait avec d'autres. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est en quoi une blockchain va aider à atteindre ces objectifs.
Alors, les pistes que l'on a investiguées sont les suivantes. La blockchain, elle va nous aider en fait à dissocier l'identification de l'authentification, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec le certificat numérique puisqu'ils sont tous les deux associés avec un tampon dessus. Elle nous aide aussi à différencier les identités publiques qui peuvent être souvent même des identités morales, comme un service public ou même une société qui est déclarée publiquement, ou des identités qui sont privées, c'est-à-dire les identités des citoyens. Et la blockchain, voilà, on la voit pas toute seule, mais elle vient en complément d'autres technologies, d'autres infrastructures pour assurer ou elle apporte finalement une valeur ajoutée à un système complexe. L'emploi de la Self-Sovereign Identity, elle va permettre à l'usager de contrôler, finalement, mieux contrôler son identité lorsqu'il en fait usage en ligne et de pouvoir mieux gérer comment il communique avec les autres. Sachant que l'identité reste juridiquement inchangée, qu'elle soit utilisée dans le domaine du numérique ou qu'elle soit utilisée sous forme, on va dire, papier. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder comment on s'authentifie quand on utilise une blockchain. Donc, on a vu les schémas d'authentification en préalable. Et donc, lorsque Alice veut envoyer un message signé à Bob, sans utiliser de certificat numérique et en étant robuste aux attaques par l'homme du milieu, elle peut utiliser une blockchain. À ce moment-là, donc dans une blockchain, on retrouve la clé publique, clé privée. Donc la clé privée, elle est à Alice et jamais divulguée. Sa clé publique, elle pourra être divulguée pour vérifier la signature de son message. Et de cette clé publique, on va dériver une adresse de compte, donc il y a un élément cryptographique. Et donc ce que va faire Alice dans ce cas-là, c'est que elle va envoyer son message à Bob signé avec sa clé privée. Et elle va enregistrer sur la blockchain une transaction qui va être émise de son adresse de compte à destination de l'adresse de compte de Bob et qui va comporter un champ data. Et dans ce champ de données, elle pourra mettre, par exemple, l'empreinte du message qu'elle envoie qui va garantir que c'est bien ce message-là et qu'il est intègre. Le tout étant signé de sa clé privée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Bob, quand il reçoit son message? Il va aller voir dans la blockchain la transaction qui lui est destinée, vérifier que l'empreinte du message correspond bien à ce qu'il a reçu. Et il y a une petite astuce dans la blockchain, c'est que dans la signature numérique qui est signée avec SK, il va récupérer la clé publique qui doit à la fois vérifier la transaction et le message reçu. Et par cette astuce-là, on n'a plus besoin de certificat numérique. Alors, je vais passer sur comment fonctionne une blockchain parce que c'est pas l'objet de cet exposé. Simplement, j'ai laissé ce transparent pour montrer que nous, on va vraiment s'intéresser à l'interface entre la personne et le monde numérique via son dispositif personnel, en fait. Alors, comment on crée un schéma de confiance qui est basé sur la self-sovereign identity et donc centré sur l'utilisateur à travers son dispositif personnel. En fait, la self-sovereign identity, elle présente, je dirais, cet avantage, c'est qu'elle va séparer l'authentification de l'identification. L'identification va consister dans une phase d'enrôlement à dire qui on est et en retour, on va avoir un identifiant décentralisé, un identifiant numérique qui va être utilisé en ligne pour accéder à des biens ou à des services et donc pour s'authentifier. Et donc, lors de l'identification, pour pouvoir bénéficier de cet identifiant numérique, il va falloir, entre guillemets, qu'on monte patte blanche, c'est-à-dire qu'on dise qui on est, mais cette information ne sera pas utilisée sans action de notre part lors de l'authentification et lors de l'usage d'un service en ligne. Alors, la self-sovereign identity, on peut la traduire par l'identité autosouveraine. Il y a une autre traduction qui est utilisée en français, donc l'autodétermination informationnelle, qui est un peu plus juste de ce qu'on en fait réellement, en fait. Elle permet donc à l'individu de maîtriser ces données, de pouvoir les contrôler et les gérer en les gardant finalement à son niveau et en ne transmettant que ce qui est strictement nécessaire à son interlocuteur. Elle devrait pouvoir offrir aux personnes dans le monde numérique la même liberté et la même confiance que dans le monde physique. Alors, la Self-Sovereign Identity, elle est standardisée par un groupe de travail qui s'appelle le W3C, qui fournit en fait 3 éléments qui sont assez précieux.
pour pouvoir interagir donc dans ce monde numérique. Le premier, ce sont les assertions vérifiables, donc qui permettent de pouvoir proclamer quelque part, voilà, j'ai plus de 18 ans, et de le prouver, c'est-à-dire de façon à ce que le tiers puisse le vérifier. Dans la boîte à outils, on trouve aussi la possibilité de minimiser les données, donc de faire de la divulgation sélective d'attributs d'identité. Donc, je suis plus obligée de transmettre tout le token d'identité ou les 6 éléments de mon identité pivot. Je peux choisir ce dont mon interlocuteur a besoin pour me rendre le service et ne transmettre que ça. Et puis, on utilise aussi les preuves à divulgation nulle de connaissances. Typiquement, la signature numérique en fait partie, qui permettent de prouver quelque chose sans en révéler le contenu. Alors, quel est l'apport de la blockchain dans ce contexte? Alors, la blockchain, je pense que déjà, elle a de l'intérêt lorsque elle devient l'orchestre, le chef d'orchestre d'un certain nombre d'acteurs et éventuellement qui ont des rôles différents dans un système ou dans une application. Donc, dans cet exemple, on peut voir que derrière chaque rôle, il y a d'autres onglets parce qu'il peut y avoir plusieurs prestataires qui jouent le même rôle. Et c'est à ce moment-là que la blockchain a de l'intérêt, en fait. Dans ce schéma-là, la blockchain, elle peut nous apporter une vraie valeur ajoutée pour authentifier les parties selon leur rôle et également pour pouvoir authentifier les données qui sont échangées. Elle peut aussi permettre de dissocier et de distinguer des acteurs sans confiance dont l'identité est privée, typiquement des utilisateurs, donc des gens comme nous, des acteurs de confiance d'identité publique, typiquement tout ce qui est service public ou service de l'État ou un organisme habilité et audité, et des prestataires privés qui sont des prestataires sans confiance, mais d'identité morale publique, puisqu'on doit trouver leur enregistrement normalement, d'un point de vue juridique, quoi. Et donc, ce schéma-là est intéressant, et associé avec de la self-sovereign identity, on arrive à quelque chose qui peut vraiment être très fin dans la granularité avec laquelle on gère l'identité. Alors, on va s'intéresser au dispositif personnel augmenté parce que d'un point de vue d'utilisateur, c'est à travers cet appareil que moi j'agis avec le monde numérique. Ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, on continue à utiliser nos cartes, typiquement nos cartes bleues, mais qu'on peut aussi payer avec notre smartphone. Et pour la carte, pour l'identité, ça va bientôt être la même chose. Donc, le gouvernement est en train de travailler à une application qui s'appelle Alicem, qui va permettre finalement de numériser une partie des attributs d'identité qui sont sur la puce de notre passeport pour pouvoir en faire usage depuis notre téléphone mobile. Donc, on est capable aujourd'hui dans le téléphone mobile de protéger ces données d'identité ou ces données identifiantes parce qu'on a des composants matériels de sécurité et des mémoires sécurisées. Mais ce qu'on voit, c'est que voilà, ça suffit pas. Il va falloir aussi qu'on construise autour des murs, des remparts, un certain nombre d'éléments qui vont permettre de s'assurer qu'on ne peut pas y accéder à ces éléments si on n'est pas la personne légitime à le faire. Alors, je m'attarde un petit peu sur Alicem, dont je viens de parler, qui va bientôt être déployé donc, dans la société en France, donc par le gouvernement français. Cette application a été développée donc, par le ministère de l'Intérieur et par la NTS. Elle est actuellement en cours de revue et de qualification par l'ANSSI. Et elle va offrir donc aux citoyens français une garantie élevée quant à l'utilisation de l'identité en ligne, conformément aux réglementations européennes EIDAS. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que EIDAS, c'est un règlement européen qui demande à chaque État membre de l'UE de fournir à ses citoyens une application, une solution d'identité numérique, voilà, utilisable par la société. Alors, comment fonctionne Alicem? Alicem, donc dans une première phase, il y a une phase d'enrôlement, la phase d'identification, où l'utilisateur va faire 3 choses. Donc, d'une part, son passeport va être lu par le smartphone sur une liaison champ proche, donc via une communication NFC. Il va choisir un code PIN qui ne sera pas stocké sur le téléphone pour des raisons de sécurité, et il va aussi faire un enrôlement de reconnaissance faciale pour pouvoir, je dirais, s'authentifier vis-à-vis de son téléphone.
Une fois qu'il est enrôlé, il reçoit un identifiant numérique et il peut faire usage de cet identifiant numérique en ligne pour accéder à un service, pour l'instant un service public, puisque Alicem va être intégré à France Connect en fait. À travers cet usage-là, ce qu'on voit, c'est que le smartphone devient un dispositif prépondérant pour l'usage de tout ce qui est identité dans le monde numérique. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on peut payer avec notre smartphone et que même quand on ne paye pas avec notre smartphone, aujourd'hui, quand on veut faire un virement depuis son compte Internet, avec certaines banques, on ne peut plus le faire quand on ne dispose pas de smartphone, tout simplement pour des raisons que pour l'authentification forte, ils demandent une authentification biométrique qu'on n'a pas sur un PC classique. Donc, il va falloir, dans ce contexte-là, qu'on continue à travailler sur le smartphone pour construire un smartphone augmenté, sachant que l'identité, moi, je peux la prouver de 3 façons. Je peux la prouver par la personne que je suis, c'est-à-dire en utilisant des moyens biométriques, c'est-à-dire le deuxième cercle de l'identité sur le premier transparent. Ce que je sais, ce qui est dans ma mémoire, donc des mots de passe, des codes PIN ou toute autre information que je sais et que je divulgue pas de préférence. Et puis, en présentant des documents authentiques ou attestés ou légitimes qui ont été, je dirais, oui, des attestations par des organismes habilités. Donc, typiquement, le passeport et la carte de séjour vont être associés avec l'application Alicem. Mon smartphone, c'est l'interface avec le monde numérique. Et dans le monde numérique, on va retrouver un peu toute ma vie sur mon smartphone, notamment les éléments de mon identité pivot qui vont être dans une mémoire ultra sécurisée, éventuellement des documents sources comme mon permis de conduire ou ma carte grise ou d'autres documents que je peux avoir à présenter lors d'un contrôle et que j'ai pas forcément sur moi de façon papier, des attestations, des identifiants uniques, puisque c'est ce qui me permet de m'authentifier sur des applications numériques. Et puis, si on utilise la blockchain, on va aussi avoir mon wallet et puis les moyens de se connecter, soit directement à une blockchain, soit en passant par un autre, mais des moyens de connexion. Et puis, on a des applications sécurisées que l'on va télécharger des Play Store divers et qui vont devoir être auditées et réellement sécurisées pour éviter que un attaquant puisse accéder à toutes ces informations par une cyberattaque sur mon smartphone et qui puisse pas non plus y accéder si je perds mon smartphone ou que je me le fais voler. Donc, on a réfléchi à partir de là comment on pouvait faire évoluer le schéma France Connect pour pouvoir y inclure finalement l'usage de Self-Sovereign Identity, éventuellement opéré sur une blockchain. Et on s'est aperçu que ce serait possible. A priori. Alicem va être intégré donc à France Connect. On pourrait considérer Alicem comme une application prépondérante pour la fourniture d'identité, puisqu'elle fournit un identifiant unique qui pourrait être utilisé comme identifiant décentralisé, et que finalement les autres prestataires qui sont enrôlés sur Alicem, donc les autres organismes, qui eux sont aussi fournisseurs d'identité, mais pas au niveau élevé, comme Alicem, sur des niveaux un petit peu plus faibles, pourraient servir de certificateurs de données, certificateurs d'attributs d'identité ou vérificateurs. Et donc, en mettant en œuvre ce type de schéma, on pourrait ouvrir la prestation à des prestataires de services privés. Et à ce moment-là, ces prestataires de services privés, on ne leur donnerait pas notre identité directement. Ils pourraient déléguer la vérification de nos attributs d'identité à un organisme habilité ou un organisme public et ils recevraient une autorisation qui permettrait de rendre la service à la personne en sachant le minimum de choses sur cette personne. Voilà. Pour terminer, j'ai mis quelques références qui permettra à ceux qui le souhaitent d'approfondir le sujet sur la Self-Sovereign Identity et sur la blockchain. Et je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci Christine pour cette présentation et de partager avec nous cette réflexion très importante et qui nous touche tous autant que nous sommes, que nous soyons chercheurs dans le domaine ou simples citoyens. Et donc là,
la présentation. Bon, tu ne peux pas avoir les applaudissements en live, mais je pense que voilà, nous avons voilà, bravo, merci beaucoup. Et donc là, on va passer aux questions. Et donc, j'attends d'avoir l'affichage d'une question. Et juste, voilà, j'ai déjà une question. Bon, donc, quelle est la différence entre l'utilisation de la blockchain pour l'authentification et la PGP localité? Oui. Comment peuvent-ils se compléter? Alors voilà, j'avais un slide sur le sujet que j'ai masqué finalement pour tenir les 30 minutes. Alors la question tombe très bien. En fait, PGP, c'est Pretty Good Privacy. Alors c'est intéressant parce que ça permet en effet de pouvoir discuter avec quelqu'un sans avoir de certificat numérique. Donc c'est ce qu'on appelle des technologies PKI-less. Par contre, pour PGP, la clé publique, elle doit être mise en main propre. Et donc en fait, oui, je peux retirer mon masque. En fait, ce qui se passe, c'est que on utilise PGP dans des contextes où on connaît les gens. Donc typiquement, c'est utilisé sur l'intranet chez nous. Parce que quand je parle avec quelqu'un qui a une adresse CEA, a priori, il est légitime dans l'organisation. Mais si je veux parler avec quelqu'un qui a une adresse email, n'importe laquelle, eh ben, je peux pas utiliser PGP si je ne connais pas la personne et si son adresse email n'a pas été légitimée par ailleurs, en fait. Alors, la blockchain, elle ouvre cette possibilité-là. Super. Très bien, merci. Je m'approche, mais ce que je te demande, c'est juste de t'éloigner, comme ça tu n'as pas à remettre ton masque systématiquement. Donc la question qui vient, c'est la blockchain qui doit stocker les données sur le très long terme, est-elle la bonne solution? Je suppose que derrière la question, c'était de savoir si il n'y a pas d'autres risques avec cette blockchain. Alors, j'attends que tu puisses remettre ton. Ça, c'est les aléas du masque avec le micro-casque. Ça y est. Voilà. Donc, alors, je vais répondre à la question. Oui, alors la question, elle offre non seulement un stockage très long terme, mais a priori un stockage qui est aussi immuable, c'est-à-dire que on peut pas retirer les données qui sont enregistrées dessus. Alors, là, l'idée, c'est de pas mettre de données personnelles sur la blockchain, mais mettre juste de la cryptographie. C'est-à-dire que l'adresse d'émission, l'adresse de compte, l'adresse de réception, l'empreinte d'un message, d'une donnée, d'un document source, d'un attribut d'identité, a priori, ce sont des empreintes cryptographiques qui sont même robustes à l'ordinateur quantique, aujourd'hui en tout cas. Donc, il n'y a pas de souci pour utiliser la blockchain là-dessus. Après, comment dire, si on met des données identifiantes sur la blockchain, elles devraient être chiffrées. Donc, si on les chiffre, a priori, aujourd'hui, elles seraient chiffrées avec des algorithmes qui permettent pas à un attaquant de les déchiffrer. Si on veut tenir le long terme, il faudra surdimensionner cet algorithme pour que ça tienne à l'ordinateur quantique. Typiquement, si on utilise de l'AES, faudra doubler la longueur de la clé pour permettre ce chiffrement long terme. L'AES, tu peux dire? L'AES, c'est l'algorithme de chiffrement symétrique qui est le plus utilisé pour le chiffrement des données. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je me retire pour la question. Alors, la reconnaissance faciale, la biométrie, est-ce réellement fiable pour s'authentifier? Est-ce que cela ne pourrait pas être usurpé, falsifié aussi? Alors, la question de la reconnaissance par la biométrie, c'est un petit peu moins mon domaine. Ceci étant, il y a eu des travaux dans notre laboratoire qui ont montré que c'était pas si facile de falsifier, notamment l'application iPhone, pour s'authentifier à son téléphone. Voilà. Après, on peut utiliser d'autres choses aussi. Enfin, dans la biométrie, l'idée, si on veut renforcer l'authentification biométrique, c'est de ne pas utiliser qu'un seul facteur biométrique, mais plusieurs. Ça amène toujours du renfort pour pouvoir identifier une personne sans équivoque, quoi. Très bien. Question suivante. Le smartphone obligatoire est inacceptable pour un service public car certains citoyens n'y ont pas accès. Comment faire? Donc la fracture numérique. Voilà, c'est la fracture numérique. Eh comment faire? Oui, il y a une fracture numérique. Après,
la fracture, ça résout pas le problème de la fracture numérique à l'ICEM. C'est juste que on va dans le sens de toujours plus de numérique. Après, l'application smartphone, faut quand même, je pense, nuancer un petit peu. C'est que l'application à l'ICEM, il faut distinguer l'utilisateur du détenteur de titre. Typiquement, un père ou une mère de famille peut tout à fait enrôler le passeport de son enfant sur son identifiant à l'ICEM. Donc, on peut tout à fait agir avec un tiers qui disposerait d'un smartphone et à qui on fait confiance, bien évidemment. Et après, le smartphone est aujourd'hui plus démocratisé presque que l'ordinateur, notamment dans les pays d'Afrique. On trouve des gens qui ont des smartphones, mais pas forcément des ordinateurs. Je dirais même dans la société française, au niveau de la fracture numérique, il y a des gens qui n'ont pas accès au numérique par l'ordinateur, mais qui vont quand même se procurer un smartphone. Mais l'utilisation de l'ICEM ne sera pas quand même obligatoire. On pourra Alors toujours continuer l'application de l'ICEM, bien évidemment, elle ne sera pas obligatoire, mais on se rend compte que de plus en plus, quand on n'a pas le numérique, certaines choses peuvent devenir galères. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est surtout un problème pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens d'acheter un smartphone ou qui sont âgées et qui n'ont plus l'usage. Donc, voilà. On le vit tous les jours, hein, la rupture numérique quand même. Mais bon, ok. C'est vrai que la solution, on l'a pas, le problème est posé. Bien. Alors, pourra-t-on relier l'ICEM au DMP informatisé, disponible déjà actuellement pour tous? DMP. C'est le dossier médical. Alors, j'ai pas la réponse là-dessus parce que déjà, l'ICEM, elle n'est pas encore sortie, donc déjà, il va falloir qu'il sorte, qu'il soit utilisé. Mais en tout cas, il y a une réflexion qui est menée sur ce sujet, voilà, au ministère, voilà. D'accord, très bien. Alors, est-ce que le surimpact environnemental et la résilience sont pris en compte pour le design de solutions d'identification numérique plus robustes? Alors, j'ai pas saisi, j'ai pas eu le temps de. Est-ce qu'on peut avoir, voilà, est-ce que le surimpact environnemental, l'impact environnemental et la résilience sont pris en compte pour la conception de solutions d'identification numérique plus robustes? Alors, ouais, j'ai aperçu la question suivante. Moi, ce que je comprends, c'est surtout sur la blockchain, si je comprends bien, où il y a un gros problème, on va dire, énergétique avec les solutions Bitcoin ou Ethereum qui sont basées sur la proof of work. Moi, je le comprends comme ça, la question. En fait, comment dire, blockchain, pour moi, c'est une technologie. C'est-à-dire que, ou distributed ledger technology, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement une structure de données qui est distribuée, c'est-à-dire partagée et répliquée sur plusieurs nœuds du réseau, mais c'est-à-dire sur plusieurs machines, qui apportent une résilience. Alors la question, c'est comment on maintient la sécurité de cette structure de données qu'on appelle ledger, donc dans le temps. Et donc, Bitcoin et Ethereum ont apporté une solution à travers la preuve de travail. Cette solution, elle a un coût énergétique qui, pour moi, n'est même pas concevable. C'est-à-dire que j'estime qu'il n'y a aucun cas d'usage qui ne motive ce coût énergétique. Mais ce sont des solutions à la technologie blockchain. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a d'autres qui, selon les cas d'usage et les compromis que l'on veut faire, ont des avantages, des inconvénients. Il faut regarder en fonction de ce que l'on veut faire. Mais en tout cas, il y a des solutions autres que la preuve de travail, qui sont plus respectueuses de l'énergie, peut-être un peu moins sécurisées, mais c'est là où il faut regarder ce qu'on veut faire et comment le construire au mieux, quoi. D'accord, c'est des champs de réflexion de toutes les façons qui sont encore ouverts. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des points qu'il faut prendre en compte. C'est ça, oui. Ouais, très bien. Alors, quid de la blockchain et du droit de l'oubli? Le droit à l'oubli. À l'oubli, le droit à l'oubli. Ok. Alors, la blockchain, elle stocke des informations de façon immuable. Mais au final, quand on enregistre ces données sur le serveur de Google ou d'autres, il me semble que c'est immuable aussi, parce que j'ai aucune garantie, quand je demande que mes données soient effacées, que toutes les copies de mes données pour la sauvegarde des données sur leur serveur soient effacées. Je pense même qu'elles ne le sont pas. Donc, quand je demande à ce que mes données soient effacées et qu'il y a une attaque de type Cambridge Analytica, je peux penser qu'elles sont parties avec.
Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème, il est exactement le même. Là où la blockchain, elle apporte peut-être quelque chose, c'est que on met que de la crypto dessus. Et donc, bien évidemment, l'information, elle n'est pas effacée. Mais tout le monde peut l'avoir, y compris moi. Donc, je peux savoir où j'en suis. Et il y a que de la crypto dessus. Je vais pas mettre mes données personnelles dessus, bien évidemment. Donc, voilà. Je pense que Oui. c'est ni plus ni moins, c'est pas moins respectueux qu'un autre système. Et l'avantage, c'est qu'au moins c'est transparent. Voilà. Enfin. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, voilà, j'ai une question. Non, non, on arrête là. Pas d'autres questions. Eh bien, très bien. Ben, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce Midi Minatech et je voudrais remercier Christine Hennebert d'avoir partagé avec nous cet aspect-là de son travail. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour écouter Cédric. Cédric Loradou. Loradou. Cédric Loradou de l'INRIA sur un retour sur la conception des systèmes de traçage. À bientôt.